Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver au lendemain de la fête de Tabaski en espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes déwénati en tout cas. En guise de ndéwénal, nous vous offrons ce jury du dimanche avec Mary Teuw Niane, professeur titulaire de classe exceptionnelle, président du conseil d'administration de Petrosen Holding, jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, mais aussi votre site préféré, imedia.sn. Monsieur le ministre, monsieur le président, professeur, bonjour. Bonjour Mamoudou, bonjour et merci de l'invitation. Je dis aussi bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs et leur souhaite aussi les vœux les meilleurs en cette fête de Tabaski, de paix, de bonne santé et de prospérité. On en a besoin, la santé. Absolument. Oui, en ces périodes-ci, c'est un souhait que la pandémie puisse disparaître très rapidement et que la vie revienne à la normale. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Mary Teuw Niane, pour vous présenter, vous êtes un natif de Juillet. Un hasard de calendrier que nous souhaitons heureux fait que vous soyez l'invité du jury du dimanche durant votre mois natal, quelques jours seulement après la célébration de votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Des jurys, vous en avez présidé avec à la fois la solennité du moment et la précision du mathématicien que vous êtes. Hôte du JDD, donc homme de la semaine. Les secousses enregistrées dans les écoles et universités sénégalaises justifient amplement le choix de convier à la barre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Deux fonctions éminentes que vous occuperez pendant plusieurs années avec la légitimité du professeur muni de sa science et l'expérience de l'universitaire. On peut sans aucune exagération vous qualifier de père de la dernière réforme de l'enseignement supérieur, réforme que vous avez conduite en vous appuyant sur le professeur Souleymane Bachir Diagne au lendemain de votre nomination par le président de la République, c'était en octobre 2012. Vous resterez à la tête du département jusqu'en avril 2019. Mary Teuw Niane, quel est le regard du professeur et du ministre sur les universités avec leur vague de violence et incidents mortels entre étudiants, dont certains n'hésitent pas à s'en prendre à leurs enseignants, des violences et actes d'incivisme sanctionnés par le conseil de discipline de l'université pour ce qui est de l'UCAD? Quel regard? Évidemment, un regard un peu triste, parce que l'université, c'est mon espace. Mais l'université, c'est aussi l'espace du développement et de l'émergence de notre pays. Parce que c'est dans l'université que se forment essentiellement les compétences, le capital humain. Et c'est l'université aussi qui produit normalement les résultats de recherche qui doivent servir tous les secteurs de développement du pays. La lumière est ma loi. Exactement. C'est le slogan de l'université. Mais finalement, la violence ne serait-elle pas la loi? En fait, je pense que c'est à la fois des soubresauts, mais à la fois quelque chose qui est quand même structurel et qui doit pouvoir être éradiqué. J'aime souvent rappeler la première réunion que j'ai eue avec les étudiants de l'UCAD en 2012, lorsque j'étais nommé ministre de l'Enseignement supérieur, dans cette grande salle du building appelée aujourd'hui Mamoudou Dia, et j'avais reçu des étudiants qui me semblaient sortir de guerre, sortir de batailles incontrôlées, incontrôlables, avec des gens avec des bras, avec du plâtre, avec des sparadraps sur l'œil, etc. Et des blessés de guerre. Et parce que c'était à l'époque la vision du représentant des étudiants, il fallait qu'il ait des faits de guerre, occuper l'avenue Cheikh Anta Diop,
kidnapper des bus, parfois même brûler des salles de classe et mettre sous contrainte ses camarades quand ceux-là voulaient étudier et que lui, il ne voulait pas étudier. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour qu'il y ait pratiquement plus de kidnapping de bus, pour qu'il n'y ait plus de salles brûlées. Et je pense que cet effort, il faut le continuer. Mais la situation, elle est là. Hein? Elle est toujours là. Mais il faut continuer. La violence, elle est toujours là. Vous savez, c'est un effort à continuer, parce que cela date depuis les années 60 quasiment. Oui. Et il faut continuer cet effort avec un élément qui avait été introduit lors de la concertation. La décision numéro 6 du Conseil présidentiel, la directive numéro 2 de cette décision dit qu'il faut rendre obligatoire l'enseignement du leadership, du développement personnel, de la citoyenneté et du service à la communauté. Peu d'universités ont lancé ces études-là. L'université virtuelle est sans doute celle qui a le plus développé ces enseignements. Ça, c'est votre bébé. Vous en Absolument. parlez avec beaucoup de passion. Non, mais l'université virtuelle, est-ce qu'elle n'est pas rattrapée par l'université réelle? Non, elle est plutôt attrapée par la massification. Et ça, peut-être, on y reviendra. Mais je disais que cet enseignement de leadership, c'est-à-dire que notre système d'enseignement supérieur, mais c'est valable aussi pour notre système d'éducation nationale. Nous nous sommes plus occupés à former dans les compétences en oubliant de former l'être humain, d'éduquer l'être humain qui était entre nos bras. Je dis souvent que notre système éducatif est incolore et inodore parce qu'il doit former et le citoyen, celui qui a nos valeurs traditionnelles, les meilleures, celui qui est imbu de patriotisme, qui aime son pays, qui est prêt à s'investir pour son pays, et en même temps, celui qui a confiance en lui et sait que la connaissance, la maîtrise de la connaissance, la conquête des compétences fera de lui demain celui qui devra diriger ou qui devra simplement résoudre les questions d'emploi et autres auxquelles il sera confronté. Donc, cet enseignement des valeurs, de la culture, de l'éducation n'est pas porté par notre système éducatif. Et d'autant plus que les familles elles-mêmes, nous le voyons, ne portent pas toujours cet enseignement au sein de la cellule familiale. Beaucoup de parents n'ont pas été bien éduqués pour éduquer leurs propres enfants. Justement, d'où peut-être le piège de la stigmatisation de l'étudiant d'aujourd'hui qu'il faudrait éviter, qui pourra dire aussi, ou qui pourrait dire, mais qui osera me jeter la première pierre, des pierres, vous les anciens, vous en aviez aussi jeté, vous avez parlé des années 60 déjà. Comment arriver à éviter la stigmatisation de l'étudiant tout en aussi restant ferme sur les questions de discipline, sur la pacification de l'espace? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le leadership. Quand je dis le leadership, c'est le leadership des autorités académiques. Parce que l'espace universitaire, nous avons deux espaces. C'est la loi sur les franchises universitaires qui en a fait deux espaces. Nous avons l'espace académique régi par la loi sur les franchises universitaires et vous avez l'espace social qui est régi par la loi de tous les Sénégalais. Et il est important que ceux qui ont en charge ces espaces soient fermes sur la discipline qui doit s'y dérouler. Oui, parce qu'on a vu que même l'espace pédagogique n'est pas à l'abri de la violence. Tout à fait. Oui. Mais l'espace pédagogique a au moins l'arme, je dirais, de sanctionner. Oui. Ce que l'espace social n'a pas directement. D'où les sanctions qui viennent d'être prises. D'où les sanctions. Moi, j'aime pas trop les sanctions. Ah oui. Mais j'aime pas trop, parce que sanction, ça veut dire échec. C'est très simple. Mais quand il faut sanctionner, positivement ou négativement.
Nous manquons de cela dans notre société. Mary Teuw Niane, entre fermeté, si on fait allusion aux sanctions prises avec certains étudiants qui ont été exclus définitivement, temporairement, d'autres qui ont subi d'autres formes de sanctions, entre donc fermeté et tolérance, faut-il ou non donner une seconde chance aux étudiants qui ont été sanctionnés, exclus définitivement, temporairement? Je pense qu'il faut leur donner une seconde chance. C'est arrivé assez souvent d'ailleurs. Revenir sur ces décisions. Non, il faut, je pense, d'abord que les étudiants reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Et je pense qu'en le reconnaissant, ça crée un espace d'échange et un espace de prise en compte qu'il faut désormais agir autrement. Parce que souvent à Dakar, les moments de violence, ce sont les moments des élections au niveau des amicales et autres. Je pense que ces amicales ont tout intérêt à ce que l'élection se fasse dans la transparence, dans la démocratie et de manière pacifiée, et que les amicales, que les étudiants choisissent parmi les meilleurs étudiants pour les représenter. Mais il faut aussi que les œuvres sociales assainissent l'espace, parce que souvent on a dit les étudiants sanctionnés n'étaient pas des étudiants. Mais des alors, étudiants. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'espace universitaire? Et parfois bénéficiant de chambres, bénéficiant de tous les autres avantages. C'est pourquoi je dis il faut que... Ça veut dire qu'on a fermé les yeux quelque part. On a fermé les yeux et ça, il faut le sanctionner aussi. Restaurer donc le leadership aussi bien du côté des étudiants que du côté des autorités universitaires, chargées de la pédagogie comme chargées des œuvres sociales. Des œuvres sociales. Il faut restaurer, parce que l'université, en fait, c'est dans un espace pacifié que le savoir peut se diffuser, peut se transmettre et peut se produire. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, armez-vous de savoir jusqu'aux dents, comme si nos universités trahissaient aujourd'hui Cheikh Anta Diop. Je pense que les universités ne trahissent pas, mais au sein des universités, il y a sans doute des groupes ou des groupuscules, moi je dirais même des groupuscules, qui souvent agissent par peut-être des mains qui ne sont pas des mains dans l'espace universitaire. Il y a une main invisible. Je pense, je l'ai vécu. Elle est clairement identifiée. Moi, je l'ai vécu quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Quelle est cette main invisible ou ces mains invisibles? Il y a eu souvent des perturbations qui n'étaient même pas le fait de l'opposition, bizarrement, mais qui étaient le fait de camarades de parti. Qui avaient décidé de perturber l'espace parce que peut-être que ce que Mary Teuw faisait ne leur plaisait pas, donc, etc. L'adversité politique ou la rivalité politique peut aller jusqu'à organiser les étudiants en groupe de casseurs. C'est très malheureux. Et je pense qu'il faut sortir de cela. L'université, ça aussi, j'y anticipe, parce que l'université, c'est l'espace aussi de formation des jeunes. Nous tous, on a été formés dans l'espace universitaire. C'est là où on a appris à militer, c'est là où on a appris à nous syndiquer. Si on fait aujourd'hui de la politique, peut-être que c'est venu de là. Donc ça, on ne peut pas le reprocher aux jeunes. C'est l'école de la vie dans toute sa diversité. Quelques questions qui vont nous permettre aussi d'avancer, posées par les auditeurs et téléspectateurs. Ils ont été nombreux d'ailleurs à vous interpeller. Nassir Sow, quel bilan pouvez-vous faire des recommandations du comité sur les réformes relatives à l'enseignement supérieur qui était dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne? Samba Kane, selon lui, a-t-il atteint ses objectifs lors de son passage au ministère de l'enseignement supérieur? Karim Ndiaye, selon vous, comment devrions-nous adapter nos formations universitaires pour préparer l'exploitation des ressources pétrolières et gazières? On reviendra sur cette question plus tard. Et il dit, vous serez d'accord avec moi que l'innovation technologique permettrait une efficience dans l'utilisation de nos ressources. Djibril Ndiaye, ma question est,
avec la pandémie de Covid-19 qui a poussé les autorités à modifier le déroulement des cours, notamment dans les universités publiques, quelle est, selon vous, Mary Teuw Niane, l'attitude à prendre post-Covid? Mais avant d'arriver à ces questions de pétrole, de Covid, d'abord, la réforme, les objectifs de la réforme, est-ce que vous les avez atteints? Alors, nous avons atteint certains parce que la réforme, c'est pour 10 ans. C'était 2013-2022. Donc, nous avons quitté en avril 2019 et nous avons produit un rapport d'activité 2012-2012 parce que nous fonctionnons par la gestion axée sur les résultats. Et il y avait les 11 décisions du Conseil présidentiel parce que la feuille de route a été le Conseil présidentiel du 14 août 2013 où il y a eu 11 décisions et 69 directives. Et l'évaluation que nous avions faite, c'est que 97% de ces décisions, de ces directives avaient été ou mises en œuvre ou en cours d'exécution. Donc c'était pour nous un grand progrès qui avait été fait. Et je pense que la réforme a eu des résultats très importants. Le premier, c'est l'accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est l'élargissement de la carte universitaire. Les universités, c'était la côte quasiment sénégalaise. Et enfin, les universités ont commencé à entrer à l'intérieur du pays. Ensuite, c'est la professionnalisation, à la fois des filières données par les institutions universitaires, mais aussi par la création d'un nouveau type d'institutions que sont les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. C'est aussi le numérique par l'interconnexion des universités, le numérique par le développement de filières de formation dans le numérique, mais c'est le numérique aussi par la création d'une université numérique, qui est l'Université virtuelle du Sénégal, qui est aujourd'hui la première université numérique d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Et ensuite, c'était le lancement de la Cité du savoir. Parce que dans cette réforme, en plus de l'enseignement et de la formation, il fallait aussi développer la recherche et l'innovation. Ensuite, c'est aussi la création de quelque chose à laquelle je suis très, je dirais, très heureux quand je rappelle cela, du baccalauréat arabe. Parce que, vous le savez, jusqu'en juillet 2013, a coexisté au Sénégal l'enseignement en français et l'enseignement en arabe, mais qui n'avait aucun statut officiel au niveau du Sénégal, en dehors du bac franco-arabe, qui était marginal par rapport à ce bac. Et la création de cette filière de baccalauréat arabe a permis désormais aux jeunes qui ont fait le Dara, qui ont poursuivi avec l'arabe, de faire le baccalauréat dans les mêmes conditions que ceux qui ont suivi des filières françaises, et ensuite de poursuivre des études supérieures. Mon seul regret dans ce baccalauréat arabe, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment développé les filières scientifiques qui sont prévues dans ce baccalauréat arabe. Et ensuite, c'est évidemment l'amélioration des conditions de vie, que ce soit des enseignants-chercheurs, que ce soit des personnels administratifs, techniques et de services. Vous vous satisfaisez de cette réforme. Pourtant, l'heure semble être à la rectification de la part de ceux qui vous ont succédé à ce département-là. Et la réforme que vous aviez initiée peut-elle alors être mise en cause tant du point de vue de la stabilité sociale dont nous parlions tout à l'heure que du point de vue pédagogique? Je pense que non. La stabilité sociale, nous sommes partis d'une donnée, et c'est cette donnée d'ailleurs qui est en train de revenir comme un effet boomerang dans le système de l'enseignement supérieur. Quand nous sommes arrivés, il y avait une massification de l'enseignement supérieur, surtout au niveau de l'UCAD. Et nous avions pris la décision de baisser graduellement les effectifs de l'UCAD, de passer de 100 000 étudiants à 60 000 étudiants en 2022. Quand je quittais en 2019, nous étions arrivés à 76 000 étudiants. Donc nous avions pu baisser les effectifs de 24 000 étudiants. Et le choix
de ne plus orienter dans le privé a fait que cette massification a repris au niveau de l'UCAD. Et il est tout à fait naturel, et je le dis, non seulement à l'UCAD, mais aussi dans les autres universités. Pour vous, c'est une erreur? Pour moi, c'est une erreur, parce que ça a des conséquences énormes, ça a des conséquences dans la stabilité. Les étudiants se bousculent dans les amphis. C'est ce que nous avions trouvé. Les étudiants amenaient même des pierres pour s'asseoir dans les amphis. Et cela avait disparu. Et des pierres qui peuvent être utilisées à d'autres fins. Exactement. Ça avait disparu. Ouais. Mais aujourd'hui, les étudiants se bousculent dans les amphis. Quand les effectifs sont au-delà de la capacité d'encadrement des enseignants, les conséquences, ce sont les échecs au niveau des examens. Nous avions trouvé un taux de réussite de la première à la deuxième année de 21%. Quand nous quittions, il était passé à 40% à l'UCAD. Donc, il y a eu un grand progrès. Je pense que cette orientation à tout va dans le public, alors que les infrastructures qui devaient être faites ne le sont pas encore, oui. Et l'UVS souffre de cela aussi. Mais oui. Parce que l'UVS, en une année, quasiment a doublé ses effectifs. Ouais. L'UVS avec un déficit de tablettes, d'ordinateurs, oui, il y a par eu exemple, ce retard qui a été noté. Oui, il y a eu ce retard. J'ai vu que maintenant, les ordinateurs sont venus, c'est tant mieux. Oui. Mais surtout, l'UVS est un modèle qui va avec une infrastructure, qui sont les espaces numériques ouverts. Oui, et on devait, dans le projet, construire 50 ENO, c'est-à-dire au moins un ENO dans chaque département. Nous en sommes très loin aujourd'hui, alors que l'UVS est à 50 000 étudiants, c'est-à-dire que l'UVS, en 7 ans, est devenue la deuxième université sénégalaise. Oui, mais justement, sur les infrastructures, Mary Teuw Niane, il y a des critiques que vous essuyez. L'université Amadou Mahtar Mbow, pour donner cet exemple, qui aurait dû démarrer ses cours depuis l'année 2016-2017, ce n'est toujours pas le cas. Il y a des montants qui ont été avancés, 60 milliards ou même 100 milliards, avec de l'argent qui a été avancé, au moins une trentaine de milliards, et l'infrastructure n'est toujours pas terminée. Quelle serait votre responsabilité dans les retards enregistrés? Les retards, pour moi, c'est la responsabilité de l'entreprise qui avait été choisie. Nous avions fait un appel clé en main et il y a eu une entreprise, un consortium qui a gagné, qui sans aucun doute, parce qu'après le recul, on se rend compte qu'elle a sous-évalué le coût du mètre carré bâti, et elle a voulu sans doute en cours de route faire réviser cela, ce que nous, personnellement, nous avions refusé. C'est un... Alors, pour la bonne compréhension des auditeurs et téléspectateurs, après vous allez poursuivre. La première entreprise ou le consortium, c'était Yildirim Holding, Eti Béton et Touba Matériaux, remplacés, chemin faisant, par Monophasica et Marilis. Marilis, on ne le répétera jamais assez, appartient à M. Adama Bictogo, ministre dans le gouvernement ivoirien. Donc, on a eu une évolution donc, dans la phase choix du constructeur, mais aussi les coûts. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y a eu une sous-estimation. Au début, on a parlé d'une soixantaine de milliards, 59 milliards et quelques. Expliquez-nous de la manière la plus intelligible possible. C'est très simple. Le même principe, c'était UAM, Université Amadou Mahtar Mbow, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. C'est un appel clé en main qui avait été lancé. Donc pour l'Université Amadou Mahtar, appel d'offres. Transparence assurée. Transparence, tout a été certifié par qu'on appelle la DCMP. D'accord. Donc il n'y a aucune décision prise sans que ce soit l'aval de la DCMP. Donc ça a été fait. Ensuite, la gestion. Alors, l'appel d'offres tournait autour de 65 milliards. C'est valable et pour l'UAM et USEN. Parce que l'UAM, comme USEN, devait être des universités devant abriter 30 000 étudiants. Et ce groupement
a obtenu le marché avec, si je me souviens bien, 42 milliards. D'accord. Et l'argent a été géré par la SOGIP. Oui. C'est la SOGIP qui a géré l'argent. C'est ça. Et donc, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui gérait le volet technique. Et à chaque fois qu'il devait y avoir des décaissements, c'est le ministère qui faisait les évaluations, ensuite demandait à la SOGIP de décaisser. Voilà comment ça s'est passé. Et à un moment donné, nous nous sommes aperçus que, parce que c'est un gros projet, il y avait une trentaine de bâtiments qui devaient être construits et que ce groupement n'avait démarré en fait la construction que de 26 bâtiments. J'ai réuni les 3 responsables au plus haut niveau du consortium, les 3 principaux. Et nous avons tenu une réunion en présence du directeur général de SOGIP et de mon secrétaire général. Et ils ont signé un engagement à livrer les 26 bâtiments au plus tard en octobre 2018. Ouais. Donc ça a été un engagement fait. Quand en octobre, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas livré cela, non seulement nous avons arrêté les décaissements, Oui. mais nous avons demandé à ce qu'on soit autorisé à demander la résiliation du marché. Mais vous aviez déjà avancé 33 milliards. Oui, ça c'est avancé parce que c'est lié. Vous savez, il y a d'abord l'avance de démarrage. Oui. Et après l'avance de démarrage, les gens, on leur paye selon le niveau d'exécution des chantiers. Oui. Donc, nous avons demandé la résiliation. Le président de la République lui-même nous a demandé de résilier. Nous avons fait les démarches de résiliation. Très bien. La DCMP Oui. a donné son accord pour la résiliation et a transmis au ministre du budget de l'époque, M. Mangara, pour qu'il prenne l'arrêté de résiliation. Après Monophasica et Marilis sont venus. Non, Monophasica et Marilis ont remplacé les 2 autres. Et là aussi, nous avons écrit à la DCMP pour avoir l'autorisation de ce remplacement-là. Oui. Et on a eu l'autorisation. Oui. Donc, tout ceci s'est fait en toute transparence selon les règles qui existent. Donc, l'arrêté de résiliation était sur le bureau du ministre du budget, délégué du budget, lorsqu'en avril 2019, je quittais le gouvernement. Et c'est pourquoi j'étais un peu surpris d'entendre que le projet, c'est 100 milliards. On n'a jamais parlé de 100 milliards. Votre successeur, invité de cette émission, a eu à parler même de dysfonctionnement. Oui, il a parlé, parce que je pense que la continuité de l'État voudrait que quand vous remplacez quelqu'un et qu'il y a un arrêté de résiliation qui est en cours, que vous fassiez appliquer l'arrêté de résiliation. Mais j'ai bien vu le ministre lui-même, avec M. Big Togo, visiter l'IAM après mon départ. C'est à la RTS. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette université Amadou Mahtar Mbow? Combien elle a déjà englouti? Non, je pense qu'il faut... Et combien elle va coûter à l'arrivée? Moi, je ne peux plus dire, parce que je ne suis pas aux affaires. Donc, je ne peux pas dire. Moi, ce que je peux dire... Dans les documents que j'ai lus, quand même, il est bien mentionné que l'université devrait coûter à terme 59 milliards 882 millions et en tout cas, le contrat qui avait été... Et ça, c'est quand vous y étiez. Le contrat qu'on a signé avec Togo et Marie, comment elle s'appelle encore, Abdoulaye Ka et Monophasica, ce contrat-là ne fait pas appel aux 100 milliards qui ont été dits ici, au niveau de la télévision. Et que ce que nous pouvons dire, tout ce qui a été fait en toute transparence. D'autant plus d'ailleurs que ce n'est pas le ministère qui avait l'argent. Le ministère n'avait pas l'argent, c'était la SOGIP, je le rappelle encore, qui avait l'argent et qui décaissait. Et ensuite, pour nous, l'université Amadou Mahtar Mbow est une université importante dans le dispositif, parce qu'on a parlé tout à l'heure de massification. J'ai vu qu'on a changé d'orientation. On en a fait des écoles, quasiment.
Or, l'objectif, nous, au départ, c'est une université de 30 000 étudiants qui devait, dans la région de Dakar, évidemment, desserrer l'étau au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et or, quand je vois des écoles avec des nombres d'étudiants hyper faibles, je crois que ce n'est pas ça, c'était pas en tout cas pour nous ça l'objectif de l'université Amadou Mahtar Mbow. Et finalement aujourd'hui, est-ce que l'État sénégalais ne devrait pas quand même faire en sorte que cet argent qu'il a donné, entre guillemets, à des entreprises sans que les travaux ne soient exécutés jusqu'à leur terme, cet État ne devrait pas poursuivre même. Et vous seriez prêt à témoigner dans un tel cas de figure devant un tribunal? Moi, je dis, je suis prêt sur tout ce qui concerne ma gestion à répondre devant quelque institution que ce soit. Je le dis, je suis prêt à répondre devant quelque institution que ce soit. D'autant plus que l'État a les outils, parce que nous avons eu la précaution de faire signer presque un an avant l'engagement par M. Big Togo, M. Abdoulaye Ka et le DG de Monofazika, dont je ne me souviens plus le nom, un engagement à nous livrer les bâtiments au plus tard le 26 octobre. Ils ont 2018. Donc nous avons les outils juridiques pour que ces gens-là, s'ils ont fauté, qu'ils nous remboursent. Qu'ils vous remboursent. Nous avons les outils. Mais j'ai entendu ici quelqu'un qui disait que ces gens-là n'ont commis aucune faute. Alors, voilà, on en est là. L'université Cheikh Amadou Mahtar Mbow n'est toujours pas ouverte et on est en juillet 2021. Non, elle est ouverte. Ils ont ouvert dans des locaux loués. Elle est ouverte. Oui, quand on parle de l'université Amadou Mahtar Mbow, on parle d'une université toute neuve. Oui, le site n'a pas démarré. Ça, c'est clair. Voilà. Mais elle, en tant qu'université, au moins ça, je suis heureux parce que quand une université ouvre, je suis toujours heureux. Très bien. Attaquons un autre sujet quand même. C'est la troisième vague de la pandémie à Covid-19. D'abord, est-ce qu'on peut mettre en cause un relâchement de la part même des autorités politiques? Vous avez entendu, le président de la République lui-même a essuyé des critiques selon lesquelles ce sont ces tournées économiques qui ont été à l'origine de cette troisième vague. Oui, je pense que le président a été imprudent. Je pense qu'il n'aurait pas dû, dans cette période, faire ces tournées-là. Même si, en tant que président de la République, les questions économiques sont importantes. Il est important qu'il aille voir les populations, tâter le pouls et voir l'état où les choses en sont. Mais je pense que le contexte ne s'y prêtait pas. Oui, mais ça veut dire des informations. Aussi, quand même, un État doit toujours avoir les bonnes informations. Je pense qu'il y a un relâchement général. Mais vous que s'est-il passé? On a même parlé de CTE qui ont été complètement enlevés, démantelés, de matériel qu'on avait acquis soit en achetant ou par des dons, comme l'oxygène et autres, se retrouver dans des cliniques privées. Moi, ce que je pense, c'est que ce ministère de la Santé a été souvent, dans l'histoire du pays, un ministère qui avait, en tout cas, un capital humain de renommée internationale. Nous avions, je me souviens, du ministre Eva-Marie Coll Seck. Je me souviens même d'un autre ministre qui n'était pas un ministre de la Santé, mais qui n'était pas un agent de la santé, Hassan Diop, et d'autres. Je pense, au sein de l'administration de ce ministère, je pense qu'il y avait beaucoup de personnel de renommée internationale. Et je pense que ça avait beaucoup aidé dans beaucoup de... Particulièrement, le Sénégal avait été, et continue d'ailleurs, à être félicité par sa manière de gérer le VIH-Sida, etc. Que voulez-vous dire? Qu'aujourd'hui, il y a... J'ai l'impression, c'est une impression, mais c'est l'impression générale que j'ai. Il y a un affaiblissement, je pense, du capital humain au niveau du leadership central
de beaucoup de ministères ou de structures au niveau de l'État. Et je pense qu'il nous faut corriger cela. Il y a une crise de leadership au niveau de l'État? Non, la crise de leadership, elle est générale. Oui. Elle est au niveau de l'État, elle est au niveau de l'espace politique, elle est au niveau des intellectuels. Oui. Et nous le voyons d'ailleurs, parce que quand il y a des problèmes, il est toujours difficile de trouver quelques personnes ou quelques personnalités ou quelques groupes pour résoudre ou mettre les gens ensemble. Et aujourd'hui, on en vient quasiment à ce que je dirais le leadership de base, qui est le leadership religieux, qui fonctionne. En dehors de ce leadership religieux, c'est très difficile. L'État lui-même a du mal à prendre certaines décisions parce Pourquoi? que vous voyez, nous venons de fêter la Tabaski. Et nous tous, nous le savons, il suffit de voir le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale que l'augmentation extraordinaire du nombre de cas ces dernières semaines, mais la part la plus importante, c'est le département de Dakar et le cumul de la région de Dakar. Et on laisse sortir les gens de Dakar, aller dans toutes les régions, y transférer le virus et, comme les autres années, comme l'année dernière, on va se rendre compte dans les jours à venir, dans les semaines à venir, d'une multiplication des cas communautaires. Ce qu'on voit, d'ailleurs, moi je le vois depuis quelques jours, la reprise du décès des vieilles personnes. Moi, à un moment, ça m'avait beaucoup intrigué. Et je le vois maintenant, les vieilles personnes recommencent à décéder. Et je pense que le virus en est pour quelque chose. Oui, on a même vu aussi les jeunes, aujourd'hui. Oui, maintenant, les jeunes aussi sont vulnérables. Évidemment, aussi. Les variants, le nouveau variant, ou comme disait le professeur Mame Thierno Dieng, le nouveau mutant, il est en train de toucher maintenant tout le monde. Alors, mais il faut anticiper. Mais quelle pourrait être la conséquence, avant l'anticipation, quelle pourrait être la conséquence de cette crise de leadership au niveau politique, avec l'émergence, on ne dira pas d'un nouveau leadership, mais je veux dire les communautés religieuses, les chefs religieux qui apparemment ont un message beaucoup plus impactant. Quelle pourrait en être la En fait, je pense que les conséquences, ce sont d'abord les conflits et les violences sectorielles que nous notons. Vous voyez, on les a notées dans les écoles, on les note dans des secteurs de la vie économique, sociale, on les note aussi dans même des questions qui sont aujourd'hui des questions qui devraient être derrière nous, les questions de terre par exemple, et les questions d'indiscipline notoire qui ont des conséquences ultérieures. Je pense qu'il nous faut revoir, en tout cas remettre à leur place chaque maillon constitutif de l'État, de la société et des communautés. Mais concrètement, sur la pandémie de Covid-19, comment aujourd'hui gérer cette situation, cette nouvelle situation, avec une troisième vague qui est là, un mutant ou un variant qui s'appelle Delta et qui est très très redoutable, qui fait des dégâts. Je pense qu'il faut faire en sorte d'arrêter ou de ralentir la chaîne de contamination. Et ce qu'on remarque, c'est que nous testons très peu. J'ai vu, je pense que c'est tout dernièrement qu'on a atteint un peu moins de 4500 tests par jour. Sinon, la moyenne tourne autour de 2000 et quelques tests. Mais si vous y enlevez les voyageurs, vous voyez que ça tombe très bas. Et des tests, il faut le dire, qui sont privatisés. Oui. Aujourd'hui, vous voulez faire un test, il faut payer. Oui, ça, c'est mais est-ce que l'État... Oui, mais d'accord. Mais, non, même pas des voyageurs. Il y a ce qu'on appelle les tests rapides. Vous allez à la pharmacie du coin, vous payez 12 500 à peu près. On vous fait vos tests. C'est bien de faire des tests rapides. Mais en période de pandémie, il y a quand même l'État qui prend ses responsabilités pour tester pratiquement, s'il y a lieu, toute la population. Non, c'est pour ça, d'ailleurs,
j'ai observé, parce que souvent quand je regarde le Sénégal, je regarde d'autres pays pour voir eux aussi qu'est-ce qu'ils font. J'ai vu tout récemment le Rwanda, ils ont donné 50 000 tests par jour. Ça veut dire qu'on a cherché à tester et à isoler et ensuite et à tracer et à isoler, comme disent les uns et les autres. Et ça, nous ne le faisons pas. Et ça, c'est depuis le début de la pandémie. Nous n'arrivons pas à décoller au niveau des tests. Et je pense que si le Rwanda le fait, le Sénégal devrait pouvoir le faire. Et je voudrais saluer vraiment le personnel de santé, parce que j'ai eu à gérer des malades du Covid avec un centre comme Maguilène Senghor et avec aussi le professeur Seydi. Mais j'ai été surpris par la spontanéité des réponses téléphoniques à des heures impossibles. 1h du matin, minuit, 2h, vous appelez, on vous répond et on vous donne des conseils. Donc vraiment, ce personnel, je voudrais le féliciter et le saluer. Par contre, il y a des mesures aussi administratives à prendre. Est-ce qu'il faut laisser Dakar continuer à, comme on dit, déverser ces cas à travers le pays? Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Il y a une chose dont je pense que nous avons appris et qu'il ne faut pas faire. C'est aujourd'hui revenir au confinement. Je pense qu'il ne faut pas y revenir. Il ne faut pas revenir au couvre-feu. Je pense qu'il ne faut pas, parce que aujourd'hui la population est à bout et les gens ont des besoins économiques et cette Tabaski l'a montré. Il y a véritablement une certaine pauvreté qui s'est installée et je constate que les classes moyennes commencent à perdre de leur pouvoir d'achat. Et donc, il faut faire attention. Il faut que la vie économique continue, mais il faut prendre quand même des mesures pour stopper que les humains ne soient pas les véhicules faciles de transport de ce virus. À côté des tests, des mesures administratives, il y a le vaccin qui a été disponible à un moment donné. Après, il y a une rupture. Ceux qui avaient pris leur première dose n'ont pas pu prendre leur deuxième. On parle du vaccin Johnson & Johnson, avec une campagne qui vient de démarrer et des vaccins qui sont attendus au mois d'août. Mais toujours est-il qu'on a quand même remarqué une rupture. Oui, je Comment pense que vous d'abord, pouvez vous l'expliquer? Il faut quand même féliciter le gouvernement sénégalais d'avoir très tôt réagi pour aller chercher des vaccins. Parce que si vous regardez, moi je regardais tout à l'heure, 3,7 milliards de doses dans le monde, l'Afrique n'a reçu qu'une 60aine de millions. Donc il y a eu un effort important. Mais le relâchement dont vous parliez touche aussi ce secteur. Parce que j'ai du mal à comprendre que AstraZeneca, que des gens prennent la première dose et qu'on ne leur prévoit pas la deuxième dose. Et le risque est que si ça dure, il faudra bien qu'ils reprennent 2 doses, à moins qu'on leur donne le Johnson & Johnson. Donc je pense qu'il est important de continuer et j'invite les Sénégalaises et les Sénégalais à se faire vacciner. Le vaccin n'est pas seulement pour, je dirais, empêcher d'avoir la maladie, parce que les vaccins d'aujourd'hui peuvent aussi faire en sorte... Vous pouvez avoir la maladie en étant vacciné, mais vous n'irez pas en situation grave. J'en ai vu plusieurs exemples qui ont eu le vaccin, qui ont eu la maladie et qui s'en sont sortis sans difficulté. Parce que votre corps réagit. Exact. Il faut que les gens de manière plus forte, plus résistante. Tout à fait. Mais vivement des chercheurs qui trouvent aussi. Parce qu'on parle de vaccins qu'on nous offre. Mais il faut qu'on ait l'infrastructure. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la cité du savoir. L'objet de la cité du savoir, c'était de mettre en place, en plus des structures de formation, dont l'ISEP Diamniadio, en plus de la promotion de la culture scientifique, mais de mettre en place les équipements lourds dont ont besoin les chercheurs pour réaliser ces recherches. Nous avions acheté les 2 microscopes électroniques qui ont été livrés, mais qui ne fonctionnent pas encore. Le supercalculateur qui a été livré,
qui ne fonctionne pas encore. Et nous avions travaillé sur la plateforme de génétique moléculaire avec l'université d'Evry. Et je pense qu'il n'y a pas eu de suite. Et avec ce dispositif-là, nos chercheurs seraient au même niveau que les autres sur ces questions de Covid, mais aussi l'équipement de biotechnologie végétale, et je le rappelle, qui est toujours dans les cartons au niveau de la Cité du Savoir. C'est pour ça que aussi, je pense on ne trouve pas, parce qu'on achète des choses, on ouvre des choses qui ne sont pas utilisées. Mais c'est important ça. Très bien, si c'est on important, veut je le sais. aller de l'avant, il faut que la recherche africaine puisse résoudre les problèmes qui se posent à nous. Mary-Teuw Niane, je sais que c'est passionnant, on aurait dû poursuivre encore sur ce thème. Bon, ce n'est que partie remise, mais les auditeurs et téléspectateurs et même lecteurs de immédiat.sn vont m'en vouloir si je ne vous interroge pas sur la politique, d'abord après le pétrole et le gaz, mais on va y aller très vite, peut-être c'est 5 minutes qu'on va prendre. D'abord sur la politique, les élections locales auront lieu en janvier 2022. On vous annonce, je ne sais pas trop pourquoi, comme candidat pour la mairie de Saint-Louis. Vous confirmez cette candidature? Effectivement, je suis candidat pour la mairie de Saint-Louis parce que ce qui se fait à Saint-Louis, et ce n'est pas que nous seulement, ne nous satisfait pas. Nous pensons que notre ville, par son histoire, sa géographie, par le potentiel qu'elle a et le potentiel autour, devrait être une des villes phares du Sénégal, de l'Afrique et même du monde. Et c'est pourquoi nous, comme beaucoup d'autres Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, nous nous lançons dans cette campagne et nous voulons gagner la ville de Saint-Louis pour changer les choses. En détrônant un certain Mansour Faye, qui est ministre dans le gouvernement, d'où vient cette rivalité entre vous deux? Mais il n'y a pas de rivalité. Ou dualité entre vous deux? Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de rivalité. Oui. Il y a que Mary-Teuw Niane est un Saint-Louisien de naissance, qui a étudié à Saint-Louis, qui a grandi à Saint-Louis, qui a choisi en 90, lorsque l'université Gaston Berger, l'université de Saint-Louis était créée, de quitter l'UQAD et de venir à Saint-Louis, donc qui a associé son destin à Saint-Louis et qui aujourd'hui n'est pas satisfait et a décidé d'être candidat, ce qui est normal. Et si vous n'étiez pas choisi par votre parti ou votre coalition? C'est la question d'ailleurs d'Adam Assal qui dit, va-t-il aux élections locales sous la bannière de l'opposition ou en tant que candidat indépendant? J'irai dans tous les cas comme candidat. Ça, quelle que soit la décision, j'irai comme candidat parce que le parti à Saint-Louis, c'est le parti de Mansour Faye. Donc, ce n'est pas cela. Moi, j'irai comme candidat et j'utiliserai les dispositions que me permettent la loi, le code électoral. Alors, Dia Souleymane, quelles seront vos premières mesures une fois installé à la mairie de Saint-Louis? Apparemment, il vous considère comme maire déjà, même si la bataille est loin d'être gagnée. Quelles solutions pour le traitement et le recyclage des ordures ménagères? Envisage-t-il la fermeture et la délocalisation du grand cimetière? Quelles solutions pour l'approvisionnement en eau potable de la ville et de sa banlieue et de l'épineux problème de Guet-Ndar? Vos premières mesures, ce serait quoi? Si vous étiez élu, c'est d'abord ça la condition. Oui. Il y a des choses qui concernent la mairie, il y a des choses qui concernent l'État du Sénégal. Mais je dirais la première chose, c'est de rétablir la concertation, le consensus et tout ce qui est démarche participative. Ce que le Sénégalais dit DISO, c'est mettre en place le DISO pour que tout ce qui concerne les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens soit discuté et accepté avant d'être mis en œuvre. Ça, c'est la première. Le deuxième aspect, c'est l'hygiène, la propreté, le cadre de vie, parce qu'on ne peut pas être maire d'une ville, que cette ville soit aussi sale que Saint-Louis. Et donc, ramener cela, évidemment, c'est lié à la gestion des déchets, c'est lié à la gestion du cadre de vie et de l'environnement, et c'est lié aussi à la coopération que nous devons avoir avec la commune de Gandon, de Fass, de Ndiébène Gagnon et de Pal. On verra tout ça. Samba Abdoulaye Sow,
Monsieur le ministre, n'est-il pas vraiment un opposant au pouvoir, vu ses rencontres avec les responsables de PASTEF? Il dit son collègue, mais moi je ne préfère pas trop ce terme, avec, disons, les responsables de PASTEF, parti dirigé par Ousmane Sonko. Vous savez, moi je suis très loyal en amitié. Il y a des responsables qui sont au PASTEF, qui sont mes amis depuis qu'ils étaient étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je dirais même, certains sont même des membres de ma famille. Et je les rencontre et je n'ai aucune ligne rouge par rapport à cela. Je les rencontre comme je les rencontrais avant. Donc ça, je n'ai pas de problème. C'est comme je le fais avec d'autres avec qui j'ai cheminé ensemble et pour lesquels nous avons des liens très forts. Vous demeurez militant de l'APR ou vous oui, êtes je en suis rupture membre de du banc secrétariat exécutif national de l'APR, donc la question ne se pose pas. Alors, le Conseil constitutionnel sur la sellette encore, on part avec 2 décisions majeures, rejet du recours de l'opposition sur les modifications du code électoral, rejet aussi du recours de cette même opposition parlementaire sur les modifications du code pénal et du code de procédure pénale. Pour certains, on assiste à une situation de chaos institutionnel. Pour d'autres, non, que nos institutions n'ont jamais été aussi fortes. Il y a plutôt une stabilité. Stabilité institutionnelle ou chaos institutionnel? Moi d'abord, j'ai un principe, je crois aux institutions. C'est un principe, une ligne directrice de ma démarche. Donc, pour ce qui relève du Conseil constitutionnel, que le Conseil se prononce, je n'ai pas de commentaires à faire à ce niveau-là. Et je pense que nous avons des institutions. Maintenant, il faut les renforcer. Oui. Et en cela, la seule remarque que j'ai, le Conseil constitutionnel est incomplet. Je pense qu'il faut urgemment le compléter. Tout à fait. Normalement, c'est 7 membres. Aujourd'hui, on en est à 4 parce qu'il y en a un des membres est décédé. Les 2 autres, leur mandat est arrivé à expiration. Et les mandats ou le mandat d'un membre du Conseil constitutionnel est non renouvelable. Et il est irrévocable aussi. Tout à fait. Je pense que c'est une situation anormale. Je pense qu'il faut veiller. Oui. Parce que les institutions sont le socle, le ciment de la stabilité aussi. Qu'est-ce qui a dû se passer pour que de 7, on se retrouve à 4? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai, il y a un décès, mais les 2 autres, leur mandat, on savait qu'il allait se terminer. Mais je pense qu'il faut urgemment compléter le Conseil constitutionnel et veiller à ce que tout ce qui touche aux institutions se déroule comme il le faut. C'est la même chose. Vous savez, on a dans ce pays, les élections présidentielles, globalement, se déroulent pratiquement à la date voulue, à peu d'exceptions. Par contre, les législatives, les locales, les élections des hauts conseillers, etc., je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie pour que les choses se déroulent normalement. Ça aide à consolider l'état de droit qu'est le Sénégal. En 30 secondes, quand est-ce qu'on aura les premiers barils de pétrole? Vous êtes le président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Au plus tard, en 2023. Oui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a la semaine dernière, les premiers puits de production ont commencé à être forés au niveau de Sangomar. Premier puits de production. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces puits-là serviront à puiser le pétrole et à le livrer. Et d'ailleurs, à Sangomar, il y a aussi le gaz, il faut le dire. Donc, ça servira, mais comme on parle du pétrole, à puiser le pétrole. Oui, je parle du pétrole et du gaz en même temps. Donc, ça veut dire que nous avons dépassé toutes les autres étapes. La phase exploration, elle est derrière nous. La phase étude de faisabilité. On est maintenant dans la phase de l'installation de l'infrastructure de production. Avec quelle compagnie? Alors, Woodside, évidemment, qui est la principale compagnie qui est là-bas, et Petrosen, qui avait 10%, parce que ça, c'est le code pétrolier, et qui a anticipé pour avoir maintenant autour de 20%. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé là? Oui, c'est d'abord de faire l'état des lieux, et ensuite de faire rapport, évidemment, au président de la République de ce que
nous pensions comme être des décisions à prendre. Parce que, vous savez, la Petrosen, c'était Petrosen SA, et qui était plus une société d'exploration, etc. Et avec l'arrivée du pétrole, Petrosen a été transformé en un groupe qui est avec Petrosen Holding, Petrosen Exploration et Production, Petrosen Trading et Services. Et c'est le premier groupe en réalité au niveau qui appartient à l'État du Sénégal. Oui. Je pense que le deuxième peut-être sera Sénélec, mais c'est en cours en tout cas. Et donc il fallait, et ce n'est pas une société régie par la loi, parce que c'est des sociétés SA, donc c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui définit les statuts. Il y a eu, le président de la République a donné des instructions et l'Assemblée générale a modifié les statuts pour les adapter au contexte actuel et à la bonne gouvernance des groupes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le plan stratégique de Petrosen, du groupe Petrosen, et de préparer aussi tous les documents qui doivent aider le groupe à se mettre à jour et à porter cette production pétrolière et gazière pour que le Sénégal soit un peu la Malaisie. Je dis comme ça en raccourci. Et la commercialisation commencera en 2023. Dès que la production on est déjà sera dans la faite, phase de production. Dès que la production sera faite, la commercialisation va suivre. Très bien. En 2023. Et toutes les conséquences vont suivre, c'est-à-dire les conséquences de l'impact sur l'économie nationale. Très bien. Mary Teuw Niane, on est obligé de nous arrêter là. Je vous remercie d'être venu à l'émission Le Jury du Dimanche. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Enseignement supérieur, président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Vous êtes également professeur de classe exceptionnelle, professeur titulaire, et vous êtes mathématicien. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane pour la présentation. À la technique, Mbasmoup, Babacar Ndiaye, Ibamar Sen pour la prise de son, et tous les autres. Pour le compte du site immedia.sn, Babacar Fall, Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux, Biram Pouy, Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.